Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Pour bien commencer la saison 3, aujourd'hui on change de tenue, direction Paris, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On va rencontrer Julien Denormandie qui est le ministre de l'Agriculture et on a pas mal de questions à lui poser. Donc le van est chargé, on est prêt, c'est parti! Bonjour et Bonjour. Merci de nous accueillir au ministère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de faire des études agricoles? Avant tout par passion. Moi je viens d'une famille où j'ai beaucoup de membres de ma famille qui travaillent dans le milieu agricole, dans le milieu horticole aussi et notamment dans la forêt. Et très vite, par passion, j'ai décidé de m'orienter vers ces métiers du vivant que je trouve absolument passionnant, absolument fabuleux, mais aussi plein de défis. C'est incroyablement complexe le vivant. C'est ce qui est probablement de plus complexe d'ailleurs. Et donc j'ai décidé d'abord de m'orienter vers ces études d'agronomie, ensuite de me spécialiser dans la forêt. Et j'ai trouvé énormément de satisfaction dans ces études et ce que je suis allé chercher dans ces études, c'est-à-dire apprendre à gérer cette complexité du vivant, je trouve que c'est incroyablement utile, y compris dans la vie de tous les jours, et peut-être singulièrement lorsque vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors justement, pourquoi vous avez choisi accepté ce poste de ministre de l'Agriculture qui est loin d'être le plus simple? C'est d'abord un honneur quand vous êtes comme moi passionné par ce monde agricole, passionné par ces enjeux de souveraineté alimentaire qui, je le crois, sont des enjeux essentiels pour notre société. On sort, en tout cas on espère sortir de cette crise de la Covid. Et cette crise de la Covid, elle nous a beaucoup interrogés, nous, citoyens. Et parmi ces interrogations, on voit que la question de la souveraineté alimentaire a ressurgi de tous les débats. Moi, j'ai chevillé au corps cette impérieuse nécessité que de nous assurer de cette souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment un pays a la capacité de nourrir son propre peuple et de le nourrir avec la meilleure qualité possible. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont j'ai fait la marque de fabrique de toute mon action le jour même où je suis arrivé à ce ministère, c'est-à-dire cette souveraineté alimentaire. Et ça fait que c'est d'abord un honneur que d'être ministre et en charge de ce beau ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est aussi une sacrée responsabilité parce que, vous l'avez dit, c'est un ministère où on est face au temps court, à l'immédiateté, aux différentes crises qu'on peut avoir, les crises sanitaires, les crises ici ou là pour telle ou telle filière. On doit faire preuve de réactivité. On a les événements climatiques comme les inondations, comme le gel qui a été la plus importante catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle qu'on a vécu ces derniers mois. Et en même temps, il faut avoir cette responsabilité que de temps à autre, sortir de ce temps court et surtout penser le temps long. C'est-à-dire comment on remet la problématique de l'eau qui est essentielle au centre de nos politiques, comment structurellement on apporte des solutions sur la rémunération des agriculteurs, comment on arrive à réinventer, c'est un sujet qui me tient très à cœur, cette question de l'assurance récolte pour permettre aux jeunes de s'installer dans le monde agricole sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est que peut-être du fait du changement climatique, ils n'auront pas de revenus. Comment fait-on pour améliorer toujours cette qualité nutritionnelle qui fait l'ADN de notre monde agricole et qui d'ailleurs est ce qui nous différencie des autres agricultures à travers le monde. Et donc, c'est ça que d'être ministre, savoir être à la hauteur des attentes sur le temps court, mais surtout
assumer cette responsabilité du temps long. Et en politique, le temps long, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Mais quand on travaille dans les sphères agricoles, on sait bien que ce temps long, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce que moi, je m'évertue à faire au jour le jour. Et c'est ça aussi qui me passionne, l'immédiateté, mais surtout la vision du temps long. Pour parler aussi un peu d'avenir, nous, à travers nos vidéos, on met en avant le côté positif de l'agriculture, on met en avant le métier d'agriculteur. Quel message vous pourriez donner aux jeunes générations pour les inciter à travailler dans la filière agricole? Plusieurs. D'abord, c'est un métier de passion. Et je crois que c'est très important à dire, c'est la passion de se lever le matin pour faire cette noble mission qui est de nourrir le peuple. J'ai coutume à définir les agriculteurs comme ces entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Et tous ces mots sont très importants. Entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Très important parce qu'il y a cette passion de nourrir le peuple, cette mission, mais une mission incroyablement importante. Et puis, entrepreneur du vivant, il y a aussi le fait qu'on gère cette complexité qui est le vivant et qu'on le fait en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est le deuxième message que j'ai, au-delà de cette beauté du métier et de cette passion, c'est que ce sont des métiers incroyablement innovants. Pourquoi c'est innovant? Parce que gérer le vivant, c'est complexe, on doit s'adapter sans cesse. On doit tout le temps se remettre en question, tout le temps essayer de trouver les meilleurs moyens que, non pas de réussir à dompter le vivant, parce qu'on n'y arrive jamais, mais au moins à s'adapter. Et puis parce que cette innovation, on la constate tous les jours, elle est aujourd'hui dans tous nos champs, dans tous nos cours de ferme. Cette innovation, elle est incroyablement présente, elle est dans l'ADN du monde agricole. Et parfois, la jeunesse de France n'a pas idée à quel point le monde agricole est innovant. Et donc, au-delà de la passion, il y a cette innovation qui, à mes yeux, est incroyablement attrayante et intéressante. Après, évidemment qu'il y a des défis, notamment le défi de la rémunération. Mais sur ce défi de la rémunération, c'est aussi quelque chose que je dis très clairement à toutes celles et ceux qui veulent s'installer. Moi, je ne lâcherai rien pour améliorer cette rémunération. C'est parfois compliqué parce qu'il y a des habitudes qui sont prises dans ces relations avec les industriels, avec la grande distribution. Mais on fait des avancées significatives. On a encore adopté, d'ailleurs aujourd'hui même, cette nouvelle loi qui s'appelle Egalim 2 pour améliorer les rapports de force et à la fin, améliorer la rémunération dans les cours de ferme. Parce que la passion, l'innovation, elle ne peut pas tout, elle ne peut pas se substituer à la rémunération. Donc il faut absolument aussi qu'on continue à se battre pour une meilleure rémunération. Mais c'est des choses que nous faisons et je le crois avec beaucoup de force, beaucoup de détermination pour véritablement changer la donne. Et je terminerai simplement en disant, vous savez, pendant la crise de la Covid, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes en reconversion cherchent du sens à ce qu'ils font. Et c'est très important dans la vie de trouver sens à son action, d'avoir la chance de se lever le matin en disant « j'ai un métier qui fait sens ». C'est quelque chose qui peut paraître anodin quand on dit comme ça, mais en fait c'est quelque chose d'incroyablement essentiel. Eh bien, ces métiers agricoles, agroalimentaires sont des métiers qui font sens. Et aujourd'hui, on le voit précisément pendant la crise de la Covid où beaucoup se sont posés ces questions-là. On a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, que ce soit par l'enseignement ou que ce soit par ces métiers. On le voit là, en 2021, à la rentrée scolaire, on a eu, pour la première fois depuis de nombreuses années, une augmentation du nombre d'élèves, du nombre d'apprenants. Et c'est pour moi extrêmement positif. Il faut continuer à le faire, relever ces défis, mais montrer la beauté de ces métiers. Je rebondis sur le fait que le métier d'agriculteur fait sens aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, avec certaines pratiques agricoles, on est capable de stocker du carbone dans les sols et donc de lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que on pourrait valoriser un jour cette pratique? Oui, cette pratique. Ouais. Bah moi, je le crois profondément. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre question parce qu'elle est à mes yeux essentielle. Et elle montre beaucoup de choses de comment on peut avancer de manière très positive et très dynamique sur ces questions environnementales. Moi, je considère que c'est un non-sens d'opposer agriculture et environnement, un non-sens.
D'abord parce que le monde agricole, il vit de l'environnement, il vit du sol, et je ne connais pas un agriculteur dont l'objectif premier n'est pas de chérir le sol. Le sol, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en plus de ça, et le carbone le montre, les agriculteurs sont souvent une partie énorme de la solution. On ne le dit pas suffisamment, mais sur la Terre, à part les océans, là où on capte le plus de carbone, c'est dans le sol, bien plus que dans la forêt. Et pourtant, on ne le sait pas. Aujourd'hui, si on fait des études d'opinion, on demande où est-ce qu'on capte le carbone, tout le monde vous répond dans la forêt. Maintenant, on en capte encore plus dans le sol agricole. Et donc, le fait de développer massivement des politiques permettant de mieux capter le carbone dans le sol, que ce soit par l'agriculture de conservation ou par d'autres pratiques culturelles, fait que demain, l'agriculture, encore plus d'aujourd'hui, sera perçue comme un acteur de solution vis-à-vis du plus grand défi de société auquel on est confronté, c'est-à-dire le changement climatique. Alors ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite qu'il y ait un accompagnement fort pour développer cette politique de plus de captation de carbone dans le sol. C'est ce qu'on fait notamment avec les jeunes agriculteurs. Dans le cadre du plan France Relance, on a par exemple développé des audits carbone, des diagnostics carbone pour tous les installés de moins de 5 ans. Et ça marche incroyablement bien. Ce qui montre aussi cette volonté des agriculteurs eux-mêmes de se positionner comme des acteurs de solutions vis-à-vis du changement climatique. Mais après, la deuxième clé de réussite, et pour moi c'est essentiel, c'est comment on arrive à faire en sorte que quand je suis un agriculteur, j'ai fait mon audit, j'ai mis en place des pratiques qui me permettent de capter du carbone, comment j'arrive à valoriser économiquement cela. Et ça, c'est la question d'émettre des crédits carbone et que ces crédits carbone, ils soient ensuite achetés soit par des personnes qui ont des obligations d'achat, soit par des personnes qui souhaitent faire des politiques de captation de carbone. Eh bien ça, c'est ce qu'on est en train de structurer. Et c'est un élément essentiel. Et pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, si on veut aller encore plus vite dans les enjeux environnementaux, il faut absolument que ces pratiques environnementales, elles soient associées à des gains économiques pour les agriculteurs. Là où ça ne marche pas, c'est quand l'environnement n'est qu'une injonction et que jamais on ne parle de compte de résultats. Si on veut aller plus vite, il faut parler compte de résultats des agriculteurs. Plus les transformations ou les transitions écologiques auront un impact positif sur le compte de résultats d'agriculteurs, plus ce sera rapide. Et ce n'est pas un gros mot que de dire ça. C'est juste du bon sens. C'est juste la réalité de chacun dans notre vie. Si en plus vous avez un intérêt, notamment économique, à agir, eh bien vous agissez plus vite. Et ce qui est vrai dans votre vie de tous les jours, l'est de facto aussi quand vous êtes un agriculteur. Et ça, on a beaucoup travaillé dessus pour créer justement ce mécanisme. On en est encore au début, mais on lance de belles dynamiques en ce sens. Et moi, je crois profondément qu'on est là face à un enjeu incroyablement important, dès maintenant, mais qui va se renforcer dans les prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les négociations par rapport à la réforme de la PAC? Aujourd'hui, on a quasiment fini cette réforme de la PAC, en tout cas dans les grands arbitrages. C'est-à-dire une politique agricole commune qui, d'abord, doit consolider le revenu des agriculteurs. Pourquoi c'est très important de consolider le revenu des agriculteurs? Parce que là aussi, si on veut aller plus vite dans un certain nombre de transitions, si on veut investir dans la modernisation, si on veut investir dans encore et encore la montée en qualité, pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui notre ADN et notre spécificité. Notre production agricole est une production de qualité. Si on veut garder cette spécificité, on doit toujours continuer à investir. Mais comment vous faites pour investir si vous n'avez pas de revenus en face? C'est impossible. Certains vous disent il suffit d'imposer par une loi, il suffit de donner une injonction. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Si vous voulez investir, et toute transition a un coût et nécessite un investissement, vous devez d'abord consolider les revenus. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif de cette PAC, c'est d'apporter justement des mécanismes d'investissement aux côtés des agriculteurs. Ça, c'est le deuxième objectif qu'on fait et qu'on fait avec beaucoup de force, notamment au titre du deuxième pilier de la PAC. Et puis après, cette PAC, elle vise aussi à répondre à un certain nombre de défis. Donc elle continuera à investir massivement dans les transitions agroécologiques, quelles que soient les formes de culture. Elle va
permettre aussi d'investir massivement, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, dans la relocalisation de la production de protéines sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de souveraineté, on sait qu'on est dépendant des protéines, notamment sud-américaines. Moi, je veux qu'on regagne en indépendance protéique sur notre pays. Je crois que c'est essentiel. Elle va permettre aussi d'investir dans les haies. Je préférerais que cette PAC, elle soit plutôt une PAC tournée vers les protéines et les haies que des PAC tournées vers la jachère, comme on a connu ces dernières années. Et puis enfin, c'est une PAC où on a pris des décisions ambitieuses sur le renouvellement des générations. Comment on investit pour accompagner nos jeunes à s'installer, nos jeunes ou un peu moins jeunes d'ailleurs, mais à toutes celles et ceux qui souhaitent s'installer, ce qui est d'autant plus essentiel que la moitié des agriculteurs partent à la retraite dans les 5 à 7 prochaines années. Et donc, on a aussi pris des décisions fortes pour que cette PAC, elle soit aussi tournée vers ce renouvellement des générations, qui à mes yeux est très important. Tous ces arbitrages que j'ai donnés, je les ai rendus après de longs mois de discussion. On n'est pas d'accord sur tout avec tout le monde, mais je crois que tout le monde a reconnu qu'on avait beaucoup travaillé et avec une bonne méthode de travail. Maintenant, on finit l'écriture des textes qu'on doit envoyer à la Commission européenne avant la fin de l'année, après une étude environnementale qui est en cours. Et cet envoi avant la fin de l'année doit ensuite faire l'objet des échanges avec la Commission pour que cette PAC entre en fonctionnement au 1er janvier 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la troisième révolution agricole ? C'est pour moi, cette troisième révolution agricole, quelque chose qui est en train de se passer. Et je crois qu'il nous faut, nous, État, beaucoup l'accompagner. On en parlait tout à l'heure, on voit que l'innovation, c'est au cœur du monde agricole. Mais on sait aussi que le monde agricole a été marqué par deux premières révolutions. La première, c'est la révolution du machinisme, juste après la Seconde Guerre mondiale, les fameux différents plans de machinisme agricole dans notre pays. Ensuite, dans la deuxième partie du XXe siècle, on a eu la deuxième révolution agricole qui est l'agrochimie. Et depuis lors, si vous prenez beaucoup de recul, on constate quoi ? On constate que toutes les politiques publiques qui sont faites dans le domaine agricole ne sont tournées que sur une chose, réduire les impacts de la deuxième révolution agricole. C'est clairement important, c'est même nécessaire, mais est-ce que ça en fait une vision agricole ? Est-ce que ça en fait une vraie vision politique agricole ? Moi, je pense que non. Je pense même que ça peut avoir des impacts très négatifs. On s'est mis dans des impasses techniques. Aujourd'hui, au nom des transitions, on a arrêté un certain nombre de productions parce qu'on était dans des impasses techniques. Ou au nom de ces transitions, on a réduit nos capacités de production, oubliant parfois même notre mission première qui est la mission nourricière, et on les a substituées par des importations, parfois avec des pratiques qui ne seraient même pas autorisées dans notre pays. Et donc à la fin, on se retrouve dans des non-sens en termes de souveraineté, mais aussi en termes environnementaux, parce que quel sens de réduire une production ici si c'est pour importer une production qui est en tout point dégradant l'environnement là-bas. L'environnement n'a pas de frontières. Et donc, depuis 40, 50, 60 ans, on a développé des politiques publiques sur l'agriculture raisonnée. Moi, par exemple, il y a 25 ans, quand j'ai fait mes études d'agronomie, on m'a enseigné l'agriculture raisonnée. Ensuite, on a enseigné l'agroécologie. Tout ça, encore une fois, était nécessaire, mais ça n'en fait pas une vision, et une vision agricole. Et moi, ma vision agricole, elle est très claire. C'est notre souveraineté alimentaire. Ça veut dire produire, et produire en quantité, et produire en qualité. Et comment, aujourd'hui, on peut sortir de tout cela ? Eh bien, par cette troisième révolution agricole. Et cette troisième révolution agricole, pour moi, elle repose sur un triptyque, qui est le numérique, la robotique et la génétique. Le numérique, on le voit, il est partout dans le monde agricole aujourd'hui, mais partout, que ce soit le machinisme connecté, que ce soit les éléments qui permettent de prédire le temps qu'il va faire, qui permettent de savoir exactement quelle quantité d'eau d'irrigation, quelle quantité d'engrais il faut mettre de manière très précise dans un champ. La robotique, on voit aussi, elle se développe partout. Et la robotique, elle est d'ailleurs même
à même de nous sortir d'un certain nombre d'impasses. L'une des impasses qui, moi, je trouve, est un débat incroyablement important, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur les désherbants, dont acte, mais en même moment, comment vous faites pour faire de l'agriculture de conservation sans désherbants? Or, l'agriculture de conservation est précisément celle qui vous permet de faire du carbone dans le sol. Et donc, vous voyez qu'on a deux objectifs qui viennent se percuter. D'un côté, un objectif de lutte contre le changement climatique en captant du CO2, et de l'autre, un objectif de biodiversité vis-à-vis du désherbant. Comment vous faites? Aujourd'hui, le débat, il a été simpliste, il nous a emmenés dans des impasses, et moi je pense que c'est une folie que de nous embarquer dans des impasses. La robotique, elle vous permet de mettre à disposition des agriculteurs des solutions qui jusqu'à présent n'existaient pas. Et troisième volet, la génétique, la sélection variétale. On est un pays qui a une excellence dans cette sélection variétale. Comment fait-on demain pour avoir des plantes qui soient plus résistantes à la sécheresse, qui s'adaptent mieux aux conditions climatiques? C'est un débat qui est incroyablement important et il faut réussir avec force, avec détermination, à avancer sur ces sujets, y compris sur ces nouvelles techniques de sélection variétale, moi dans lesquelles je crois beaucoup. Il faut les faire, il faut les encadrer, mais je crois beaucoup en elles, parce que ça nous permet de trouver des solutions. Et on le voit bien, ce triptyque numérique, robotique, génétique, il est là, c'est-à-dire qu'on voit qu'il se développe. Il a un atout majeur, c'est que pour la première fois, il permet de concilier tous les objectifs. À la fois l'objectif nourricier, nourrir, qui est la première des missions du monde agricole. À la fois l'objectif environnemental, protéger notre environnement, que ce soit dans la quantité des intrants ou que ce soit dans les impacts de nos pratiques culturelles. Mais aussi nous permettant de sortir d'impasses dans lesquelles on s'est mis et qui questionnent in fine notre souveraineté. Parce que permettant ce triptyque de conforter la compétitivité de notre agriculture au même moment. Et c'est vrai à la fois pour les cultures et à la fois pour l'élevage. Et donc pour moi, ce triptyque numérique, robotique, génétique, ça doit guider cette troisième révolution agricole, mais comme toute révolution, ça nécessite beaucoup d'investissement. D'investissement dans la recherche du matériel, d'investissement dans la recherche variétale, d'investissement dans le développement de ces solutions numériques et surtout d'investissement aux côtés des agriculteurs pour que les agriculteurs aient la capacité d'acheter ces matériels. Et c'est pour ça que dans le cadre de France 2030, ce grand plan d'investissement décidé par le président de la République, on a décidé de mettre plus de 2 milliards d'euros qui viennent s'ajouter à ce qu'on a fait par exemple sur le plan de relance. Là, c'est 2 milliards d'euros nouveaux qui vont venir épauler notamment cette révolution, cette troisième révolution agricole. Moi, j'y crois beaucoup et ça montre là aussi à quel point le monde agricole est un monde innovant et à quel point cette approche, elle est aujourd'hui l'un des moyens qui va permettre à notre agriculture de concilier les objectifs qu'on lui assigne sans perdre en compétitivité, c'est-à-dire sans mettre en cause la faisabilité pour nos agriculteurs que de vivre de leur métier. Et je crois que c'est essentiel et je pense qu'on peut écrire une très belle page du monde agricole. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de repartir, on a une collection à la ferme de terre. En fait, à chaque épisode, on prend un prélèvement dans chaque... Donc vous allez faire une carotte dans le jardin, là? Et bien justement, je voulais vous demander si vous accepteriez qu'on reparte avec un échantillon du potager. Avec grand plaisir. Bah, super, je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode au ministère vous aura plu. On profite d'être dans le secteur pour aller dans l'eau puisque là-bas c'est la pleine saison des semis de blé et on a de très beaux ensembles à aller filmer. On vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode.